Le plus capé de l'histoire du club. Tenez, on a une petite photo vintage pour vous, elle date de 83. Forcément, c'est l'époque. Vous étiez tenant du titre avec le PSG. Vous l'avez déjà revu ce match? Je l'ai revu, mais il y a au moins une vingtaine d'années, oui. Bon, et donc on va se remémorer les grands souvenirs au fur et à mesure des images. Michel Simès est aussi avec nous, grand supporter du Paris Saint-Germain. Michel, ça va bien? Animateur, évidemment, médecin, animateur sur RTL et sur France 5. Vous n'y coupez pas, on a une photo vintage. Je vous ai un peu harcelé au téléphone pour la voir. C'est moi qui vous l'ai filé. Donc voilà, donc elle date de 80. Voilà, en 91, début sur France Info. Oui. Ouais, elle est pas mal, effectivement. Et aujourd'hui, vous êtes sur RTL. Vous avez repris votre abonnement au PSG pour la saison prochaine? Automatique. Bon. Tous les ans, je m'abonnerai jusqu'à ce qu'on gagne la Champions League. Donc j'en ai pour un moment, je pense. Espérons que ça arrive à un moment. On ne sait pas. En tout cas, on est voisins, donc je suis content qu'on soit toujours voisins la saison prochaine. Et puis Didier Roustan, salut Didier. Alors on n'a pas de photo vintage, mais on a une image vintage qui est quand même assez dingue. Vous ne commentiez pas le match ce soir-là, contrairement à la finale qu'on a revue hier soir. Et pourtant vous êtes sur la pelouse. Regardez bien ces images. C'est la présentation des équipes. Et qui on voit derrière Francis Borillier là qui va apparaître? Avec ma cigarette tranquille, relax. Il faut savoir que j'habite pas très loin du Parc des Princes, donc je travaillais pas ce coup-ci parce qu'à l'époque c'était un coup TF1, un coup Antenne 2, c'était Antenne 2. Donc j'avais fait 82, j'allais faire 84, pas 83. Et j'ai hésité très longtemps parce que Porte d'Auteuil, il y avait un concert de Crosby, Stills, Nash. Ah oui, c'est pas mal non plus. Et j'avais aussi une place et j'ai hésité. Et à 18h, je me suis dit non, une finale, elle se rejoue pas. Concert de Crosby, Stills, Nash, j'aurai le temps d'en revoir et ça a été le cas et j'ai pas regretté. Alors mais qu'est-ce que vous faites là? C'est ça la question, parce que c'est quand même. C'était un pari pour se mettre dans l'œil des caméras. À 3-4 mètres du président, je suis ma petite, bon, je vais pas dire la marque, enfin une cigarette brune puissante à l'époque. Et en fait, quand je travaillais pas, j'adorais suivre les matchs au bord de la pelouse. Donc je me suis mis près du poteau des buts de droite et j'ai vu le but de Touré dans les meilleures conditions. Quand Suzic marque dans la lucarne, il faut pas tout raconter maintenant. Bah non, le bruit du filet. On a 1h30 ensemble. On sait pas qui va gagner. On a plein de billes. On a plein de billes. Voilà, j'étais. On voit la photo de Jean-Marc. Elle est là. Ah, la photo d'époque. Ouais, d'époque. Ouais, bah oui, je trouve qu'il a des faux airs de Ginola. De David Ginola. Est-ce qu'on vous a déjà dit ça, Jean-Marc? Pas l'impression, Non, j'ai pas. Vous n'avez pas l'impression? Ah si. C'est David qui va pas être content. C'est David qui va pas être content. Bon allez, vous êtes prêts? Oui, on est prêts. On redémarre. Au commentaire, donc, c'est Thierry Roland et c'est Jean-Michel Larquet. 11 juin 1983, la 66e finale de Coupe de France, PSG Football Club de Nantes. Il y a, merci de l'avoir dit, 2 buts de légende au moins. Au moins. L'an passé, il était déjà capitaine de cette équipe du Paris Saint-Germain et pour lui, ça peut être un grand soir dans l'axe central de la défense parisienne alors que Vaïd Halilovic, sous la direction de Monsieur Vautreau, donne le coup d'envoi de cette 66e finale de la Coupe de France. C'est parti avec un premier ballon dans les pieds de Touré. Ayache contré par la défense parisienne. Toko, la haute prise avec Touré. Longue balle en avant pour Rocheteau en position d'ailier droit. Et ballon écarté par Patrice Rio. Pilorget, Vatnet, Souzik. Souzik contré par Halilovic. Pilorget. Et à nouveau Vatnet. Ballon qui se dirigeait vers une gomme et c'est William Ayache, le numéro 2 de l'équipe de Nantes qui a donné à Jean-Paul Bertrand Devalle. Lemou, Toko, Lemou. Là, c'était destiné à Zaramba, mais ça arrive sur Amis replié. Touré. Halilovic. Vers Bruno Baronchelli là-bas. Face à lui, Fernandez. Et Luis Fernandez qui concède la première touche
Elle est nantaise. Remise en jeu effectuée là-bas par Thierry Tussaud. Bonne talonnade là de Ali Lodzik. Ballon toujours nantais à Doncor. Tussaud. Tête de Touré, très bel athlète Touré qui a sauté très haut, mais pas suffisamment pour reprendre ce ballon. Et coup de sifflet de Monsieur Vautreau qui accorde un coup franc au Paris Saint-Germain pour une faute de Touré sur Jean-Claude Lemoux. Et sur ce premier ballon, vous avez pu remarquer Dominique Baratelli qui a jugé un petit peu la qualité du cuir, en espérant qu'il arriverait souvent entre ses deux mains. Rocheteau. Oui, une faute de Bibard. Bibard qui est revenu sur les talons de Rocheteau, mais Dominique Rocheteau qui s'était bien sorti de l'étau que formait Rio, et coup franc à 30 mètres. Juste en face du but défendu par Jean-Paul Bertrandemann, alors que Monsieur Vautreau fait reculer le mur des joueurs nantais à distance réglementaire. Suzic, Zaramba. Oh, et but de Zaramba sur ce coup franc donné par Suzic à la 4e minute de la partie. Jean-Marc Pilorget, vous vous en souvenez de vous n'étiez pas sûr du buteur là avant de voir le coup franc? Non, je n'étais pas certain. Je pensais que c'est Safet qui allait frapper. Et je me rappelais plus que c'était Pascal qui marque ce beau but. Un peu masqué, gardien de but, un peu masqué par tous les joueurs qui ont abandonné complètement le mur. Mais vraiment superbe but. Alors on va commenter ce but ensemble. D'abord on écoute ce que dit Bertrandemann, parce qu'effectivement il passe un peu à travers. Écoutez sa réaction. Disons qu'on peut toujours quelque chose sur un but. Là, le problème, c'est que il frappe bien, mais je ne vois pas partir le ballon. Et puis, il y a Pat Rio qui s'écarte au dernier moment. Et puis après, l'arrivée, je plonge, mais je suis un peu court. Disons que ça ne m'inquiétait pas, parce qu'il restait encore 87 minutes. Donc, il y avait encore le temps de revenir. Et Didier, vous vous en souvenez bien de ce but de Zaramba? Oui, mais comme je suis à l'opposé des buts à terre, je ne le voyais pas si loin. Celui-là, je l'ai vu de très très loin, puisque j'étais à 120 mètres, on va dire. Et je pensais qu'il était plus proche de la surface de réparation. Et c'est vrai que Rio, qui est pourtant un gars courageux, alors on voit le mur, quelques joueurs se déplacent par la force des choses, puisque Souzic donne à Zaramba. Mais il y a un joueur, et c'est sans doute Rio, comme dit Bertrandemann, qui lui fait un petit peu un olé, quoi. Et c'est ça qui fait qu'il est masqué et qui donne l'impression de commettre une assez grosse faute, quoi. Et il était grand, Bertrandemann, hein. Il était très grand gardien. Le temps qu'il descend. Vraiment, j'ai vraiment. Donc c'est un bon début de match pour le PSG, évidemment. Et en même temps, Jean-Marc, on va revoir une citation que vous aviez faite à l'époque dans les colonnes de l'équipe, dans les jours qui ont suivi, dans l'équipe du lundi. Vous disiez que ça vous avait plutôt endormi ce but en tout début de match comme ça, que ça vous avait plutôt desservi. Oui, parce qu'on avait vraiment cette envie de gagner cette deuxième finale de suite, après l'année d'avant contre Saint-Etienne. Et puis je crois que oui, ce premier but nous a pas fait forcément de bien. On était un peu tendus au début du match. Et ce but, en fin de compte, au lieu de nous relâcher complètement, nous a encore plus tendus. Je pense que ça ne nous a pas servi. Voilà. On vient de voir une occasion de 7 à Doncor. Il faut en dire un mot évidemment là, en début de match, parce que il allait disparaître quelques mois plus tard dans un accident de voiture. Il y avait également Michel Ngom qui était dans l'équipe d'en face avec le PSG, peut-être remplaçant, peut-être qu'il rentre en cours de jeu. Ouais. C'est vrai, c'était un très très grand espoir, très physique. Et je comprends ce que dit, pour revenir à ce que dit Jean-Marc, je comprends. On se souvient quand la France, à Mar del Plata, Coupe du Monde 78, avait marqué après 45 secondes par Lacombe. Oui, l'un des buts les plus rapides de l'histoire. Les délivrer, je veux dire, le fait, ça avait lancé les Italiens, qui normalement attendent un petit peu, et là, ça donne un coup de fouet aux Nantais. C'est bizarre, hein, quand même. C'est parce qu'il reste 89 minutes, évidemment, ça peut paraître paradoxal. Et il faut bien situer les choses. Nantes est quand même champion de France en titre, et à l'occasion de faire le doublé, c'est une très très grosse équipe en face, et qui a été championne assez facilement. Aliozic, donc l'avant-centre, Touré, etc. Maxime Bossis, ici avec le ballon, sont des joueurs très rodés. Il y a encore
des suites du jeu à la nantaise. C'est un adversaire de très grande qualité. Allez, on reprend un peu le commentaire d'époque. Il est entré dans l'équipe première il y a une douzaine de matchs et il n'en est plus sorti. Un garçon qui était arrivé au club alors que Juste Fontaine en assurait la direction et qui a fait d'énormes progrès. Luis Fernandez. Battenay. Toko. Battenay. Toko. Battenay. Ah non, la balle était trop haute. Il a évité la touche, Battenay, mais c'est une main et un coup franc joué vite par Adoncor. Ayache, Touré. Bien joué, un choc avec Luis Fernandez, Baron Kelly, ballon récupéré par Suzy. Suzy qui attend que ses partenaires se démarquent, Ngom, Rocheteau. Ah oui, faute. Il a été un petit peu accroché, c'est vrai qu'il avait perdu son ballon, mais il a été accroché par Michel Bibard alors qu'il l'avait retrouvé son poste de ses débuts là-bas sur le côté droit. Dominique Rocheteau. Tussaud, Bossis. Les Nantais se reprennent après ce petit chaos, cet accro de la 4e minute qui les a vus concéder un but à Zaramba. Je vous rappelle 1-0. Michel, c'était qui vos joueurs fétiches là, dans la génération PSG années 80? J'aimais bien Baratelli, Battenay. Battenay, ça a toujours été un type qui m'a toujours, que j'ai toujours admiré parce qu'il donne une impression de zénitude tout le temps. Le visage toujours impassible. Ouais. Je ne sais pas s'il était comme ça vraiment. Complètement comme ça, et sur le terrain et dans la vie. Un mec zen. Ouais, mais il donne cette impression. Il n'exprimait rien sur le visage. Qu'il gagne. Alors il souriait quand il gagnait, mais vraiment le type, la zénitude absolue. Il y a une image fantastique de Battenay qui égalise à Liverpool contre Anfield et un but qui normalement doit être déterminant. Bon, après il se passe ce qui se passe. Et une frappe terrible. Alors normalement, quand on marque un but comme ça, en plus c'est Anfield, on court dans tous les sens et tout. Et lui, il a les bras comme ça en V. Ouais. Alors je fais un petit V pour que les gens puissent voir, parce que il est comme ça, imaginez plus grand. Ouais. Il se tourne vers la caméra, mais il est totalement impassible. Ouais. On dit il pense quoi, il truc, et ça a marqué les esprits. Ce qui est très drôle, c'est que c'est totalement l'inverse de Luis Fernandez, qui est complètement exubérant, même quand il fait une passe. C'était là aussi, vous me demandiez qui j'ai joueurs fétiches. Fernandez, j'ai toujours eu un fait pour lui parce que c'est Fernandez, il a des excès. Mais on va en voir quelques-uns sur le terrain. En même temps, c'est la passion aussi bien là que quand il a été entraîneur, etc. Mais là, ce qui est étonnant, on en parlait hors antenne, là, c'est effectivement que ça va très vite pour un match de cette. C'est un bon début de match, oui, ça va d'un côté à l'autre rapidement. Souvent, quand on voit des matchs vintage un petit peu, on se dit mais les mecs, c'est au ralenti, quoi. Il faut nous mettre la bonne vitesse parce que ça. Probablement lié au ballon, probablement lié à la condition physique des joueurs qui a changé énormément parce que les entraînements aujourd'hui sont beaucoup plus difficiles probablement. Ouais. Mais il y a un vrai... Non mais nous à l'époque on pensait que c'était difficile. Oui. À l'époque on pensait que les entraînements étaient difficiles. Moi c'est vrai que j'ai revu des matchs où on a l'impression que ça va 2 à l'heure quoi. Ça me fait sourire, mais je rigole. Quand je me vois jouer à cette époque-là, je rigole. Mais là c'est vrai que sur ce match... je suis surpris, je trouve que ça va vite, il y a du rythme. Mais c'était déjà le cas hier soir, Didier, sur la finale 82. Oui, mais là, il y a quand même aussi des moyens techniques. Ce qui trompe aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a des temps morts, tout de suite, il y a le ralenti. Il y a des images, beaucoup plus d'images prises au sol pour donner la vitesse. Et là, avec les moyens de l'époque, le jeu est un petit peu amorti. C'est comme si vous voyez une descente de ski à la télé. J'ai l'impression que tu peux le faire à la limite. Mais si tu y vas et que tu es au bord, tu comprends que c'est pas possible. Et par ailleurs, aujourd'hui, le jeu est beaucoup plus ouvert. Donc ça va dans tous les sens. Mais il est indéniable qu'ils ont une meilleure condition physique. Les conditions physiques ne sont pas les mêmes. Bien sûr. Évident, hein. Mais le jeu est moins dur aussi, il y a moins de bouchées. Ouais. Jean-Marc, on parlait de la personnalité de Battenay, de Louise dans cette équipe. Vous étiez quoi? Plutôt calme, plutôt gueulard dans l'équipe? Moi, j'étais un grand gueulard. Moi, je devais être pénible sur le terrain, quoi. Je veux dire, aussi bien pour mes adversaires, c'est pas bien grave,
Mais même pour mes partenaires, je pense que j'étais un mec chiant, quoi. J'étais toujours en train de gueuler, j'étais jamais satisfait sur le terrain. Tiens, on vous voit là faire une petite faute sur Vahid Halilhodžić. Ça a été le duel du match. Hein. Je préviens le téléspectateur, ça va durer. Avec Vahid, il y a eu beaucoup de matchs où c'était toujours assez chaud avec Vahid. Et on s'est retrouvés comme partenaires des années après. Où c'est vraiment un mec exceptionnel, un mec adorable. Oui, parce qu'il faut expliquer aux jeunes générations qu'autrefois, il y avait vraiment un véritable avant-centre, il y en a toujours, mais un véritable stopper qui le suivait partout et un libéraux qui était derrière et qui s'occupait un petit peu de l'ensemble de la défense. Aujourd'hui, c'est du marquage de zone. Donc si l'avant-centre est côté arrière central, mais côté gauche, c'est lui qui va le suivre, pas celui-là, c'est lui qui fera la couverture. Voilà, c'est une couverture alternée. Alors là, il y avait des duels terribles. Mais à cette époque-là, je me rappelle avec Dominique, on avait déjà commencé à abandonner l'individuel. Hein. Oui, déjà un petit peu. D'accord. Mais c'est quand même. D'ailleurs, c'est pas toi qui le coupe en deux. Là, il vous pose des problèmes en profondeur. Et là, c'est Dominique, effectivement. Oui, c'est Dominique Battenet qui a coupé la trajectoire. Allez, on retourne aux commentaires d'époque. À Dominique Battenet pour cette faute qui n'était pas méchante, mais qui était contre l'esprit du jeu. Car Halilhodžić l'a filé au but. Hein. Mais avertissement aussi à Halilhodžić qui s'est retourné un petit peu trop brusquement vers Monsieur Vautreau. Monsieur Vautreau qui avait bien vu la faute. Alors attention, là c'est le pied gauche de Thierry Tussaud. Est-ce la réponse du berger nantais à la bergère parisienne? On va être fixé dans un court instant. Tussaud, la balle est contrée par le mur parisien et sort en corner au-dessus de la cage de Dominique Baratelli. Corner sur le côté gauche tiré par Loïc Amis. 14e minute, Jean-Michel, dans cette première période. Et un match bien parti pour les Parisiens, mais avec des Nantais qui se reprennent maintenant. Attention au jeu aérien des Nantais, c'est un de leurs points forts. Adoncor, aux prises avec une gomme. Bossis. Oui, un beau centre, reprise acrobatique. Très jolie reprise de José Touré. Et au-dessus du but de Battenet. Alors messieurs, on va beaucoup parler de José Touré évidemment pendant cette soirée et à l'occasion de cette finale, il va nous offrir dans quelques minutes l'un des plus beaux buts de l'histoire du foot français. On écoute ce qu'en disent d'autres spécialistes de ce José Touré des années 80, du début des années 80. C'est un extrait de l'équipe Enquête, regardez. José, c'était un immense joueur avec cette liberté d'expression qu'il avait sur un terrain et qui était unique. Techniquement, il était hors norme et physiquement aussi. Un monstre physique, mais vraiment un monstre physique. J'en ai jamais vu des comme ça. Ça devait être l'un des meilleurs attaquants qu'on avait au niveau mondial. Voilà, Denis Charvet, Michel Naïtchalal, Luc Sonor, Yannick Stopira qui témoignent. Et vous, Jean-Marc Pulorget, quel souvenir vous avez du joueur Touré? Vous l'aviez joué plusieurs fois dans la saison, évidemment, on est en fin de saison. À ce moment-là, années 80-83. Joueur hors norme sur un terrain, un petit peu en dehors aussi. Et puis un but fabuleux qu'on va voir, qui nous on rigolait parce qu'on lui disait il sert à rien ton but. Vous l'aviez chambré après. Voilà, mais enfin, au moment où vous allez le prendre, on en reparlera, c'est pas la même chanson. Il jouait à quel poste, Didier? Il jouait 10, il jouait attaquant, il jouait 9,5 d'ailleurs avec l'équipe de France. Il a joué un match une finale intercontinentale entre l'Uruguay et la France au Parc des Princes où il marque 2 buts et il est avant-centre. Mais d'une manière générale, il était, on va dire, 9,5. C'était pas un 10, il était derrière l'ensemble, mais c'était pas un 10 comme Platini qui distribuait le jeu, par qui passaient tous les ballons. C'était un joueur d'instinct, soliste un petit peu, il démontrera d'ailleurs son but. On l'a surnommé le Brésilien aussi, ce qui était quand même, ça allait avec les couleurs canaries, vous me direz, mais il était hors norme, inclassable, et sur le terrain, c'était un joueur libre, mais créatif, très créatif. Michel, vous étiez au stade ce jour-là? Je me souviens. En voyant les images. Il faut que je vous explique comment fonctionne l'hippocampe. Ça suffit pas. Ça suffit pas de revoir les images pour se souvenir, c'est ça? Si, avec ça, vous montreriez quelques photos de mes ex-copines, peut-être que ça me dirait. Faut qu'il y ait une émotion, faut qu'il y ait une émotion associée, c'est ça? Exactement. Oui, vous comprenez. Non, là, je pense que j'y étais parce que je suivais tous les matchs du PSG pratiquement depuis 1974, depuis la montée contre Valenciennes.
Et là, j'hésitais parce que j'étais parti au service militaire, mais c'était en 84. Donc je pense que je devais être là. Je me souviens pas du match, mais je devais y être. Ça tombe bien, on le revit ensemble. C'est reparti, commentaire d'époque. Rio, Ali Lodzik et encore Batney, bien sorti de ses 16 mètres. Suzik. Toko. Monsieur Vautreau n'a pas laissé l'avantage. Monsieur Vautreau qui arbitre sa 3e finale de la Coupe de France. Lors de sa première, c'était quand Nantes avait gagné la Coupe. Sa 2e, c'était l'année dernière lorsque Paris Saint-Germain, pour la première fois également, a gagné la Coupe. Donc aujourd'hui, il deviendra la mascotte, soit des Nantais, soit des Parisiens. Ça repart par Max Bossis. Et pour ceux qui peuvent s'étonner de voir Michel Vautreau arbitrer la finale de la Coupe 2 années de suite, il faut savoir que c'est le meilleur arbitre français qui officie. Attention, Baronchelli. Et but égalisateur de Bruno Baronchelli. Il faut reprendre cette action sur la passe de William Ayache, car le premier contrôle de Bruno Baronchelli a été déterminant. Alors messieurs, on voit le ralenti. Il y a à la fois la qualité du contrôle. Il y a Batney qui se fait. Et puis oui, sur le contrôle, Batney qui se fait prendre. Et puis le petit piqué derrière. Et toi, Jean-Marc, tu coulisses pas, hein, parce que tu es de l'autre côté sur un joueur. Alors, je suis assez loin, mais tu aurais pu coulisser peut-être. C'est exactement ce que j'allais dire. Si je suis coach aujourd'hui, je suis pas content de Pilanger là sur ce là. Je reste au marquage de Vaïd et au lieu de venir couper la trajectoire. Vraiment. Mais tu penses peut-être que, parce qu'il y a encore Jean-Claude, il y a Louis qui arrive, bon, ça se joue en une fraction de seconde. Mais normalement, tu dois coulisser, oui. Quand je vois cette image. Quitte à presque Baronchelli la donne à Vaïd qui est tout seul. C'est le porteur du ballon, quoi. Je veux dire, voilà, c'est le ballon. Et je reste au marquage de Vaïd. Grave erreur défensive. C'est bien, avec le recul, c'est bien. Belle lucidité, la grande classe. Qu'est-ce qui est le plus beau sur le but, Didier? C'est le contrôle orienté qui met Batney dans le vent, c'est le petit piqué derrière, le sang-froid du piqué. Ouais, le piqué, il faut le mettre quand même. Hein. Tu as Baratelli en face, tu as 3 Parisiens qui sentent un petit peu leur souffle, il ne faut pas trembler, c'est une finale de Coupe de France. C'est sûr que Baronchelli était un joueur vif. Dominique Batney, ça ne lui ressemble pas. Sur le coup, évidemment, il a de mauvaises appréciations. Directement, il doit plutôt reculer et lui faire perdre son élan. Non, c'est la fluidité de tout ce qu'a fait Baronchelli. Un ordinateur n'aurait pas pu faire mieux, quoi. Tout était parfait. Voilà. Mais il fallait aussi des petites maladresses en face pour faciliter les choses. Le contrôle, il est beau quand même. Hein. Quand on fait un contrôle orienté comme ça et qui met dans le vent 2 défenseurs, c'est quand même... Oui, et qui le met encore plus dans le sens de... Il y a 0 faute sur le contrôle du but. Jean-Marc, vous disiez tout à l'heure finalement que le but de Zaramba vous est plus crispé ou un peu rendu atone plutôt que galvanisé. Elle était écrite cette égalisation. Vous êtes dans quel état d'esprit à ce moment-là? Est-ce que vous sentez que le match vous échappe un peu? Non, pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là, mais je crois qu'on subit un petit peu à ce moment-là. On subit un petit peu. Et on est un petit peu comme le football français de l'époque, à savoir que les Français ne sont pas habitués à gagner. Et là, je sens qu'on n'a pas une équipe véritablement pour faire la différence, pour imposer un rythme, pour dominer, pour véritablement montrer qu'on a envie de gagner le match. Voilà, parce que c'est un peu passif. Ouais, c'est particulier ce match. Nantes vient de gagner le championnat avec 10 points d'avance. Et notamment 11 sur le PSG. Donc voilà, c'est vraiment l'équipe qui a dominé la saison. Vous êtes tenant du titre. Donc le favori, c'est quand même Nantes pour vous? Oui. Objectivement, par rapport à la saison, oui, c'est Nantes qui est favori. Mais nous, on est le tenant. Donc on a envie de garder ce titre. Il y a quand même un petit avantage, même si le public, pour des raisons de billetterie, c'est une finale de Coupe de France, n'est pas à 90% pour le PSG, mais il y a eu longtemps cet avantage pour l'équipe de la capitale, c'est qu'elle jouait sur sa pelouse. Elle jouait chez elle, oui. Voilà, Nantes joue à domicile, pas au niveau des spectateurs, mais au niveau des sensations du terrain, et on sait que c'est important. C'est vrai que ça, psychologiquement, tu es dans le jardin. Et au niveau du vestiaire, est-ce que vous aviez votre vestiaire, ou vous pouviez tirer au sort le vestiaire visiteur? Ça doit être tiré au sort, logiquement. Normalement, c'est tiré au sort. On avait gardé notre vestiaire. Francis Borrelli devait s'arranger pour dire, allez, une pièce à double face, on dit face. Et voilà. Oh purée. Ça découpe, hein? Ça peut découper aussi.
Michel. Le jeu à la nantaise, Didier en parlait tout à l'heure, ça faisait rêver le supporter du PSG que vous étiez. Bien sûr, ça a été une référence pendant des années. C'était un jeu. Moi, je me souviens à l'époque, je sais pas par rapport à l'Ajax, je ne sais plus où ça a été chronologiquement, mais je trouvais que c'était un jeu ça allait vite, les passes, c'est une touche et tout. C'était vraiment une référence. C'est un club référentiel dans plein de domaines. Moi, si vous regardez le nombre de joueurs qui ont été sous contrôle de Coco Suedo et qui sont devenus entraîneurs après, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc il y avait une culture tactique qui était peut-être plus forte à Nantes que dans d'autres clubs à l'époque. Honnêtement, je le pense. Une culture tactique. Moi, je pense que Nantes a toujours véhiculé, depuis notamment cette époque où il y avait vraiment un jeu à la nantaise, un coefficient de sympathie et d'affection dans toute la France et pas uniquement dans la région nantaise. Et c'est une équipe qu'on était content. Moi, je me souviens à l'époque, c'était une équipe où j'étais content de supporter. Même ce qui a rencontré le PSG, que là c'était autre chose, mais voilà, c'est une équipe qu'on suivait. Il y avait une certaine fidélité même dans l'entraîneur. Et d'ailleurs, pratiquement toute l'histoire de Nantes, alors aujourd'hui je suis moins, mais toute l'histoire de Nantes a été marquée par des joueurs qui étaient très attachants, qui étaient voilà, et un beau jeu. C'est vraiment une des équipes françaises qui est soutenue par toute la France. Allez, 24e minute, un partout entre Nantes et le PSG. José Touré. Sur l'accélération, oui, mais le pied gauche de José Touré reste bloqué. Coup franc en faveur des Nantais, alors que l'on joue la 24e minute de cette première mi-temps et que la marque est égale, un but partout. Baron Kelly ayant répondu à Zaramba. Lemou a bien joué et il a laissé le ballon pour Fernandez. Longue balle de Fernandez pour Toko. Toko aux prises avec Rio. Et c'est Rio, le stopper nantais, qui a pu donner à Jean-Paul Bertrand-Demanne. Ayache. Touré, Ayache, Adoncor. Amis. Adoncor. Tussaud. Belle là certainement. Voilà qui est fait pour William Ayache. Ayache en position d'ailier droit ici. Centre du pied droit. Oui, tête de Halilhodžić, mais il n'a pas pu frapper son ballon. Remise et tir de Tussaud à côté. Belle remise de Loïc Amis pour Thierry Tussaud. Tir à ras de terre à côté. 25 minutes de jouer. C'est le type d'action dont doit se méfier la défense de Paris, car l'un des points forts, je le répète, l'un des points forts de cette équipe de Nantes, c'est son jeu aérien, la qualité de ses joueurs de tête, notamment son avant-centre Halilhodžić et le numéro 10 José Touré. Je pense que vous aurez l'occasion de déguster quelques gestes techniques dont ils ont le secret. Suzik là, attaqué par Adoncor, renverse le jeu, bien joué pour Ngom. Et ballon contrôlé du bras par Michel Ngom et refusé par Monsieur Vautreau. Oui, alors que Georges Perroche et Monsieur le président Jean-Marc Lorgé, on vient de voir Francis Borrelli qui y croit sur ce but. Bon, effectivement, le but est justement refusé. Je peux dire un mot de Francis Borrelli, c'était un président hors norme. Vous, on a parlé un peu ensemble juste avant, dans les jours précédents, là, pour préparer cette émission. Et il se trouve que vous avez eu un grave accident de voiture dans les mois qui ont suivi cette finale, en décembre 83. Et il a été important à ce moment-là, Francis Borrelli. Oui, Francis, ça a été mon président, mais ça a été plus que mon président. J'ai eu beaucoup de tendresse et d'affection pour lui et beaucoup de respect. Pour en revenir à cet accident que j'avais eu dans la même année, en décembre 83, il devait partir, c'était les vacances, il devait partir au Brésil en vacances et il a appris mon accident et il n'est pas parti au Brésil. Il a retardé son départ, il m'a fait rapatrier par avion sanitaire sur Paris pour que je sois opéré à Paris. Voilà, et puis il a toujours été présent dans les moments difficiles de ma carrière. Et voilà, c'était un homme bon président,
Homme qui aimait le football, qui aimait ses joueurs, qui connaissait le football et avec qui on pouvait parler football. Voilà. Ce qui n'est pas forcément vrai de tous les présidents de club. Oui, c'est pas forcément vrai de tous les présidents de club, vous l'avez dit. Alors on aime bien comparer les époques, c'est le principe d'une équipe vintage. Didier, est-ce que c'est le meilleur président de l'histoire du PSG? C'est le président emblématique. Avec Daniel Echter, évidemment, puisque ce sont eux, avec Charles Tallard aussi, qui ont créé le PSG. Dans le début des années 70, c'est pas rien. Daniel Echter a eu le problème de double billetterie, etc. et tout. Francis Borilli a pris le flambeau et les premiers grands succès sont avec la présidence de Francis Borilli, que j'ai bien connu aussi, qui était quelqu'un de très attachant, fantasque, mais beaucoup de cœur. Et je trouve que il y avait un esprit toujours très, très famille au PSG à cette époque-là. Georges Perroche aussi, il contribuait, parce qu'on on peut dire le club de la capitale, c'est peut-être... non, c'était la province dans la capitale. Mais Francis Borilli... extraordinaire. Ouais. Michel, de foot aussi. On a revu la finale 82 l'an dernier avec cette image mythique au moment où la pelouse est envahie de Borilli qui va embrasser la pelouse quand on est... Vous étiez au stade, ouais? Ouais, là j'étais là et il y a deux moments de cette époque en tout cas, c'est ce jour-là où il va embrasser la pelouse, toujours avec son Bézanville dans lequel il y avait apparemment un talisman. Oui, il était un peu superstitieux. Il y a celle-là et puis il y a la montée contre Valenciennes où Juste Fontaine fait son malaise au milieu de la pelouse. Ouais. Et ça, c'est deux moments qui m'ont marqué en tant que supporter. Parce que c'était... c'est les moments... C'est ce qui fait la beauté du foot et du sport en général. Mais c'est ces moments d'émotion, ces moments où on ne maîtrise plus rien, où Juste Fontaine fait un malaise vagal tellement il a la tension qui chute, où Borilli est à la limite de l'orgasme en embrassant la pelouse. Voilà, c'est des trucs, ça a marqué l'histoire du PSG, ces deux moments-là en tout cas. Allez, 29e minute, on y retourne. Dans cette belle formation nantaise. Amis. Face à Tanasi. Bien redressé encore, attention! Oh, dangereux le coup de tête de Halilhodžić là. Et Dominique Baratelli ne l'a pas touché ce ballon, mais il est passé de peu à côté du but parisien. Et vraiment un geste de buteur de la part d'Halilhodžić qui était un petit peu pris à contre-pied et qui n'a pas frappé sa tête, mais il a bien regardé où se trouvait Baratelli. Il l'a placé, il a bien failli réussir d'ailleurs dans son entreprise. Fernandez, Pilorget, Battenet. Et pratiquement une demi-heure de jouer dans cette finale de la Coupe de France. Toko face à Adoncor. Suzik. Battenet. C'était pas mal fait d'avoir laissé filer ce ballon, mais il n'est pas allé jusqu'à Ngom. C'est du bout du pied. Patrice Riot n'a pas tout à fait marché dans la feinte. Adoncor. Halilhodžić, Adoncor, Ayash, Puchot. Attention, l'espace libre dans l'axe. Là, voilà, Baron Kelly s'est engouffré. Heureusement, le mou avait senti. Battenet, Zaramba, Suzik. Vilaine faute de Touré là. Mais coup de sifflet de Monsieur Vautreau. Les deux hommes se donnent une petite tape sur l'épaule, plus de peur que de mal, et un coup franc pour Paris Saint-Germain. Alors que sur la touche, alors que l'on revoit cette faute, Halilhodžić a quelques petits problèmes avec son cramponnage. Le mou, Zaramba, Rocheteau, et oh là là, c'est dangereux aussi, pareil que tout à l'heure, sur le coup de tête de Halilhodžić, mais là c'était du pied. Exactement le même geste, avec au départ une bonne feinte de frappe de Pascal Zaramba, qui du pied gauche la glisse, et dans le mouvement, en pivotant, Dominique Rocheteau place son ballon plus qu'il ne le frappe.
Et c'était la même action qu'Ali Lozic tout à l'heure de la tête. Ali Lozic en possession du ballon. Baron Kelly, l'auteur du but égalisateur nantais à la 24e minute. Touré. Ah, il s'en sort bien, Touré. Il a accroché quelques maillots, me semble-t-il. Il y a eu des obstructions et c'est finalement un coup franc au bénéfice de José Touré. 2 mètres plus loin, exige Monsieur Vautreau, joué par Ayache à Doncor. Alors évidemment, pendant qu'on regarde le match avec le commentaire d'époque, on continue de discuter. Et Michel, il y a les souvenirs qui vous reviennent. Ouais. En fait, vous avez raison, hein, en regardant. Vous étiez au stade. En regardant ça. L'hippocampe, c'est quoi l'hippocampe qui s'est réveillé? L'hippocampe, c'est la zone de la mémoire, le centre de mémoire. Ouais. Mais non, je suis en train de faire des calculs par rapport à mes études de médecine parce qu'en 83, je suis interne. Ouais. Mais en 82, 83, moi, pendant toutes mes études de médecine et même avant, pendant mon adolescence, je cherchais tous les moyens pour aller au Parc des Princes. D'être bien installé, de bien voir les matchs. Et je n'avais pas beaucoup d'argent à l'époque, on payait des places bien placées dans le truc. Et donc j'avais pris pendant mes études le stage au SAMU de Paris, parce que c'est le SAMU de Paris qui assurait la garde médicale au Parc des Princes. Dans la petite cahute en verre, ça a changé aujourd'hui. Mais avant, il y avait une petite cahute en verre où il y avait la police qui surveillait et il y avait les 2 médecins qui étaient de garde, donc le senior et moi qui était jeune, qui était externe même à l'époque. Et j'étais en blouse et j'assistais à tous les matchs là-bas parce que je m'inscrivais pour les gardes et comme on était tous les deux passionnés avec le médecin. Et donc il n'est pas impossible que ce jour-là, j'étais dans la petite cahute en verre. Bien placé donc pour voir le match au milieu de la présidentielle et en sachant que c'est pas en général je faisais rien, on n'intervenait jamais. Et Didier, vous êtes juste derrière le but de Baratelli là, hein, ouais, moi j'ai trouvé un truc pour être bien placé au Parc des Princes et d'être journaliste sportif. Je lisais pas mal, je mettrais aussi une petite blouse avec un numéro parce qu'il fallait quand même si c'était cool, avoir un dossard. Donc j'avais la petite blouse aussi et je foutais rien ce soir-là en tout cas. Et vous étiez pas au concert j'étais pas au concert de Crosby, Still Nash. Bon, mais j'en ai vu. Voilà, il n'y a pas de regret parce que c'est vraiment un beau match qu'on revoit ensemble. C'est parti. En quête du doublé que recherchent les Canaries en ce 11 juin au Parc des Princes. Ah, très mauvaise passe là. Attention à ce contre. Et attention au contre, oui. Contre dangereux de Tussaud là-bas. Et petit filet. Petit filet sur ce tir de Ali Lozic que l'on va peut-être revoir, qui avait semé la panique sur une balle perdue au milieu du terrain. Les moindres contres d'un côté comme de l'autre sont dangereux. C'est vrai que c'est une finale qui peut basculer d'un moment à l'autre. Et Ali Lozic avait profité de cette bonne balle de contre pour semer la panique et semer la défense. On le revoit ici. Malheureusement, il s'écarte un petit peu trop. Et son tir du pied gauche n'est pas suffisamment croisé et échoue sur le petit filet de Baratelli. Fernandez. Ah oui, bien fait Fernandez. Mais il va tomber sur Ayache. Bien joué, Luis. Et mauvais dégagement Rio contre Parisien maintenant. Dominique Rocheteau sur la droite. Zaramba. Et encore le petit filet. Zaramba du pied droit sur le petit filet. Très belle action parisienne. La balle va d'un but sur l'autre. On revoit cette action. Avec à l'origine encore un bon travail de Dominique Rocheteau. Oui, bien démarqué Pascal Zaramba. Mais là, il n'a pas pu cadrer. Et c'est sur le petit filet qu'est venu mourir ce ballon parisien. Bossis. Baron Kelly. Tire à son tour, mais là nettement à côté. Alors qu'il reste 8 minutes et demie à jouer en cette première mi-temps. Et que rien n'est fait. Un but partout entre le Paris Saint-Germain et le Football Club de Nantes. Faute de Hamis. Il doit se passer des tas de choses là dans la tête de Luis Fernandez. Il n'a pas apprécié que Loïc Hamis soit venu le pousser dans son dos. Rocheteau
Ballon perdu. Touré. Rocheteau. Et une touche pour les jaunes, c'est-à-dire pour les Nantais. Fernandez. Là-bas, c'est Thierry Tussaud qui s'en est bien tiré. Pour Rocheteau, prise avec Bibard. La balle est sortie. Ah non, dit monsieur Malavo, l'autre juge de ligne de monsieur Vautreau. Tandis si elle nous avait semblé être de l'autre côté de la ligne blanche. Enfin, le juge de touche est certainement beaucoup mieux placé que nous. Touré face à Lemou, contré par Battenet. Oui, il avait tenté le petit pont, mais Dominique Battenet n'est pas tombé de la dernière pluie. Attention à ce ballon aérien. Oh, quel exploit technique! Quel exploit technique! Oh, extraordinaire! Extraordinaire but de José Touré! Oh, quel but! Un but brésilien, Jean-Michel! Oui, on n'appelait pas pour rien Pélézinho. Regardez ce but! Une balle aérienne, un amorti de la poitrine aérien. Voilà, il s'élève, elle vient dans la niche. Deux dribbles, deux jongleries du pied droit pour se mettre en position. Un tir croisé du pied gauche. Messieurs, des buts comme ça, on en redemande. Ah oui. Et Jean-Paul Jotte nous le redonne d'ailleurs sous un autre angle. Regardez comme il va s'envoler. Voilà, le ballon tombe dans la niche là, sur la poitrine. Bien, il lui dit au ballon. Il se pose une fois, deux fois du pied droit. Il est en position pour le pied gauche. Et avant qu'elle ne touche le sol, il redresse suffisamment le ballon pour croiser son tir et donner ce second but fabuleux au FC Nantes à 2 minutes de la mi-temps. Un but extraordinaire vraiment qui arrive à la 41e minute. But de José Touré, un but comme on n'en a pas vu au Parc des Princes depuis un bon moment. Ce José Touré, c'est de l'or en barre vraiment. Et heureux football nantais et heureux football français de posséder dans ses rangs un tel joueur. Les Parisiens complètement déboussolés par ce but qu'ils viennent de prendre juste avant la mi-temps, le serait à moins, et qui après avoir mené 1-0 au début de cette première mi-temps se retrouve mené alors que le repos approche par 2 buts à 1. Une faute de Touré. Quel but, Thierry, hein. Oh là là. C'est vraiment des buts, oui. Si c'était un but étranger, on en ferait vraiment mais c'est toute pas... une séquence. Et puis alors en plus, comme les Nantais ont les couleurs de maillot du Brésil, on a l'impression vraiment de voir jouer Pelé, de voir jouer Zico, de voir jouer Socrates quand on voit ce José Touré. Attention au contre de Tussaud. Voilà, on s'est offert le bonheur de voir ce but et de laisser vivre le commentaire de Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Peut-être que l'expression Touré le Brésilien, elle commence à naître dans ces moments-là. Jean-Marc Pulorget, vous disiez, après on l'a chambré parce que le but sert à rien, mais quand même sur le coup. Vous réagissez comment là? Quand je le revois, le but, fabuleux, quoi. Fabuleux dans sa maîtrise technique surtout. Voilà, le contrôle de poitrine, les deux contrôles après derrière, la frappe pied gauche, remarquable. Le but vraiment génial, vraiment génial. Mais bon, après on me voit gueuler encore sur le terrain, et je vous disais que je suis un gueulard. On me voit gueuler encore, je ne sais pas à qui je m'en prends. Mais peut-être le fait de ne pas avoir marqué à Doncor sur la passe. Oui, voilà, c'est ça, je pense. Ouais. Mais ça reflète aussi ce qu'on voit depuis le début, à savoir que on défend tous, aussi bien Nantes que PSG, on défend tous en reculant. Jamais en avançant. Et là, à Doncor, il fait ce qu'il veut avec le ballon, il est attaqué par personne, et il met le ballon où il veut, et après José il fait ce qu'il a fait. C'est peut-être une des différences majeures avec le jeu d'aujourd'hui, ça, Didier, la pression sur les joueurs du milieu de terrain, le fait d'avoir très peu de temps aujourd'hui pour faire un contrôle, une passe, porter le ballon. Ouais, peut-être, ça doit jouer, mais je trouve encore que le match est d'une grande qualité. Il y a des joueurs très techniques, les Nantais sont particulièrement mobiles, mais il faut savoir que tous les joueurs nantais ont été formés au club, à l'exception d'Aliozic. Donc ça veut dire que c'est des gars qui jouent le même football depuis l'âge de 15-16 ans, alors qu'au PSG,
si Jean-Marc, lui, est un enfant du club, Battenet, c'était les Verts, Baratelli, c'était Nice, Rocheteau, c'était Saint-Étienne, Louis, c'est un enfant du club, Tocco avait joué à Valenciennes, à Nice, etc. quoi. Il y avait déjà beaucoup de... Et ça donnait pourtant une équipe, mais une équipe qui... Je ne veux pas dire qu'il jouait par à coup, mais ça fait aussi partie de son histoire et de ses coups d'éclat, mais qui n'était peut-être pas encore. Elle allait devenir, quand elle allait être championne en 86, et puis Suzic, c'est sa première saison, donc il découvre aussi. À cette époque-là, c'était un PSG flamboyant, mais par séquence seulement. Sans identité, contrario de Nantes, qui a vraiment une identité de jeu. Michel, le but de Touré, qu'est-ce qui vous a inspiré? Une petite réflexion sur Baratelli Oui, mais je révise ce que je pensais. Au premier coup, je me dis Baratelli, il n'est pas exempt de reproche parce qu'il reste sur ses appuis, il perd un peu l'équilibre. Et en fait, il a très très bien tiré parce qu'elle est vraiment, elle rentre à 2 cm. Quoi. Le fait de presque rater son tir, ça arrange toute l'affaire. C'est magnifique. Et du coup, Baratelli est plus sur ses appuis. Ce qui est magnifique, c'est là, c'est plus Toubib qui s'intéresse à ça, c'est que c'est le maintien de l'équilibre. Parce que un amorti, un coup droit, un coup pied, machin, tout en tournant. Et il est en contrôle en permanence. Il est en contrôle en permanence et jamais il perd ses appuis. Et ça, sur le plan de l'oreille interne, c'est fort. Bon, allez, Nantes mène 2-1 avec ce José Touré. On se dit que Nantes va gagner. Et pourtant, il faut rester avec nous dans l'équipe Vintage. À tout de suite. L'équipe Vintage, seconde partie et seconde mi-temps de la finale de la Coupe de France 1983 PSG Nantes à mes côtés pour partager leurs souvenirs et leurs émotions. Jean-Marc Pilorget, le défenseur parisien, le joueur le plus capé de l'histoire du PSG. Combien de matchs avec Paris? 430 et quelques. C'est ça. 435. L'homme qui avait réussi le tir au but déterminant hier soir. Le tir au but vainqueur pour remporter le premier titre du PSG. Le docteur Michel Simès, médecin, animateur sur France Télé et RTL, qui était au stade comme supporter, comme interne, planqué dans un coin pour voir le match dans de bonnes conditions. Et puis Didier Roustan, qui était au stade aussi, alors que vous commentiez pas, planqué derrière le but de Baratelli en première mi-temps et donc de Bertrand Demann. Je suis repéré sur un plan large derrière les buts de Baratelli, et donc ce sera derrière le but de Bertrand Demann. Et c'est facile parce que je suis le seul allongé. Les photographes, évidemment, sont accroupis et moi, je suis allongé. Mais pas allongé comme ça pour prendre toute la place, c'est-à-dire il y a les jambes comme ça, perpendiculaires. On voit bien le jean, le t-shirt blanc, ça c'est Roustan. Allez, on va revoir le but de José Touré. On se refait ce plaisir avec le commentaire du journaliste de l'équipe Michel Naïtchaval qui, avec le recul aujourd'hui, analyse ce but et la carrière de Touré. Regardez ce but, une balle aérienne, un amorti de la poitrine aérien. Voilà, il s'élève, elle vient dans la niche, 2 dribbles, 2 jongleries du pied droit pour se mettre en position, un tir croisé du pied gauche. Messieurs, des buts comme ça, on en redemande. Et Jean-Paul Jaude nous le redonne d'ailleurs, sous un autre angle. Regardez comme il va s'envoler. Voilà, le ballon tombe dans la niche là, sur la poitrine. Bien, il lui dit au ballon. Il se pose une fois, 2 fois du pied droit. Il est en position pour le pied gauche. Pour moi, Touré, c'est un petit peu le Rimbaud, quoi, le Rimbaud du foot français, quoi. C'est comme Rimbaud, il a une période de 6-7 ans où il est au summum, très jeune. Puis après, comme Rimbaud, il va disparaître dans des aventures plus artificielles, quoi, dans une autre vie, quoi. Didier, c'est vrai qu'il y a eu 2 José Touré? Oui, enfin, on a été très proches à un moment, donc c'est difficile d'en parler, parce que la période où il a peut-être un petit peu déconnecté, il a eu des moments difficiles. Enfin, oui, il a eu des moments difficiles où il s'est fait quand même arnaquer de plein de choses, des séparations, etc. Et voilà, quoi. Mais sportivement, dans sa carrière, il est super, mais... Avec, le côté artiste, il n'était pas que sur le terrain, il était aussi dans la vie. Et si tu l'es un peu à l'extrême, effectivement, tu peux être quelqu'un de fragile. Et si tu es fragilisé à un moment, bon, voilà. Et puis, il y a une grave blessure au genou qui a quand même marqué une coupure dans sa carrière. Et ça a été terrible pour lui, parce qu'on lui prédisait une carrière niveau mondial, quoi. Et il avait tout pour l'être. Il rate d'ailleurs la Coupe du Monde 86 sur une... Et ça aussi, c'est des choses qui existent moins maintenant. Peut-être, à l'époque, quand on avait une grave blessure du genou, ça passait. Et sa fin de carrière, il boitait quand même. Pendant 4-5 ans, on sentait qu'il était handicapé.
Michel, d'un mot, il n'a jamais retrouvé, je sais pas, la souplesse du genou, ce qu'il pouvait faire avant. Ça dépend du type de traumatisme qu'on a. Hein. Si à l'époque on enlevait les ménisques très très facilement, ce qui fait que les os étaient en contact les uns avec les autres, et puis ça déséquilibrait tout. Après, je sais pas comment Jean-Marc marche aujourd'hui, mais je suis arrivé, tu étais assis. Mais souvent, les joueurs de l'époque qui ont eu des traumatismes, qui étaient moins protégés et qui étaient peut-être, je ne sais pas, hein, je m'avance peut-être, mais un peu moins, on travaillait moins la musculation qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les quadriceps et tous les muscles de la cuisse protègent le genou, c'était peut-être moins le cas à l'époque. Alors Jean-Marc, vous allez pouvoir répondre, mais on redémarre la seconde mi-temps pour ne pas perdre de temps, et puis je vous donnerai la parole pour savoir si côté muscu et séquelles des blessures, il y a quelque chose. Dans un instant, Jean-Marc. Deuxième mi-temps, donc un but de retard pour les Parisiens qui vont donner le coup d'envoi. Ce qui semble, comme l'a constaté au cours du repos le président de la République, une avance normale pour les Nantais. 2-1 donc, et une deuxième mi-temps qui démarre. Espérons qu'elle soit aussi bonne que la première. Fernandez et bon arrêt de Bertrand Demann d'entrée, ce qui semble vouloir dire que les Parisiens vont tout faire pour essayer de remonter ce but de retard qu'ils comptent au tableau d'affichage, et c'est ma foi tout à fait logique et normal lors d'une finale de la Coupe de France. Touré, Pilorget, Tanasi contré. Il y a un petit moment de calme en ce début de seconde mi-temps. Jean-Marc Pilorget, vous pouvez répondre à la question de Michel. Est-ce que vous faisiez moins ou pas de musculation, par exemple, à l'époque, en tant que professionnel, hein? C'est simple, on n'en faisait pas du tout. Du tout. C'était musculation naturelle, entre guillemets, pendant l'entraînement, voilà, mais il n'y avait pas de spécifique. Le haut du corps, on ne travaillait jamais. Voilà, non, il y avait forcément un déficit par rapport aux joueurs de maintenant qui bossent beaucoup là-dessus. Et des séquelles de blessures. On parlait du grave accident de voiture que vous avez eu, qui vous a arrêté pendant, je crois, 18 mois. Mais est-ce que ça grince encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des blessures qui vous laissent des traces? Objectivement, un peu, mais moi, comme vous dites, j'ai été arrêté 18 mois quand même sans jouer au football. J'ai repris, on a été champion de France, j'ai joué tous les matchs de l'année où on a été champion en 86, mais je l'ai joué sur une jambe. Pratiquement, j'ai joué. Il y avait plein de choses que je ne pouvais pas faire. Je savais que je ne pouvais pas faire, mais je me mettais dans des situations différentes pour ne pas les faire, justement. Parce que vous étiez revenu de la blessure avec une jambe plus faible que l'autre, qui n'avait pas retrouvé toute sa souplesse, sa puissance? Absolument, voilà. Mais en fait, la musculation, c'est à ce moment-là que je l'ai commencé. Et c'est intéressant parce que la musculation, c'est pas juste pour être bien galbé ou courir plus vite. C'est que, encore une fois, le genou, il est tenu par des ligaments, mais aussi par des muscles qui l'entourent. Et d'ailleurs, les gens qui ont des ruptures des croisés et qui ne font pas du sport de haut niveau savent très bien qu'on n'est pas obligé de se faire opérer. Parfois, il suffit de renforcer la musculature pour bien tenir le genou. Et donc, à l'époque, comme il n'y avait pas la musculature qu'il y a aujourd'hui, le genou était moins bien tenu. Et un genou moins bien tenu, c'est un genou qui frotte et qui peut avoir des séquelles, de l'arthrose notamment. Arrêt du ballon sur cette passe du milieu de terrain, Luis Fernandez. Coup de tête de Lemou. Une gomme à Doncor. Tout ça de la tête. Bossis. Ayash. Ali Lodzik. Il est hors jeu Ayash. Oui, c'est mal joué de la part de William Ayash qui a trop poussé son action. Alors que Sarr Boubacar, l'un des deux remplaçants parisiens. Oui, et Daleb, il reste les deux remplaçants parisiens, c'est chaud. Daleb depuis le début de la deuxième période et Boubacar qui est venu le rejoindre. Baronkeli devant Batney, dépossédé du ballon par Tanasi puis par Fernandez. Rocheteau face à Tussaud. Rocheteau,
rejeté par Touré et un coup franc en faveur des Parisiens. Heureusement qu'il est au point là, Dominique Rocheteau, car depuis en 2 ou 3 occasions il était vraiment tout seul avec 3 Nantais autour de lui, et là encore il a réussi à s'en sortir en bénéficiant d'un coup franc que va tirer Suzic, probablement au second poteau pour Zaramba. Tête de Touré, ballon récupéré par Tanasi pour les Parisiens. Là est fait. Trop molle la passe. Trop molle la passe, et attention au contre d'Ali Lodzik qui n'est pas hors jeu. Sortie de Baratelli à un moment d'hésitation de Bruno Baronchelli. Oui, et Bruno Baronchelli a surtout hésité parce que Loïc Anis lui semblait hors jeu, alors qu'un premier changement va intervenir. Mustapha Daleb, il semble tu commences avec Justier, le fameux match. Voilà. Oui. Alors on est de nouveau à l'antenne, on est en train de commenter le match, hein, c'est normal, ça nous fait réagir avec un moment important puisque Mustapha Daleb fait sa rentrée. En fait, Dominique Battenet s'était blessé, puisqu'on est à la 50e, hein, c'est pas un changement de schéma tactique. Daleb, Suzic, c'était les leaders techniques de l'équipe, ça c'est pas compliqué de le dire. Oui, ça c'est moi bon, j'ai eu la chance de jouer avec ces garçons-là. C'est véritablement les 2 grands joueurs avec qui j'ai joué, quoi. Je veux dire, au-dessus des autres. Mousse à une époque, Safet qui a pris le relais après. Et ça fait plaisir de les voir ensemble sur ce match, parce que deux super joueurs et 2 mecs. Et 2 mecs bien, ce que vous disiez. Vraiment 2 mecs bien, 2 grands joueurs et 2 mecs bien. Est-ce qu'il y a eu un passage de relais dans ces années-là, Didier, entre Mustapha Daleb, qui n'était pas titulaire quand même au début de cette finale, et Safet Suzic? Là, il est en fin de carrière. En début de carrière, parce que c'était un joueur dribbleur fantastique et très vif, il était ailier gauche à Sedan, et quand il va arriver au départ au PSG, en équipe d'Algérie aussi, on se souvient, la Coupe du Monde 82, tout ça et tout, le fameux match contre l'Allemagne. Et peu à peu, évidemment, comme il a moins de puissance, de vivacité, même s'il reste remarquable joueur, il va être plutôt dans l'entrejeu. En 82, il était titulaire dans l'entrejeu. Et là, avec son entrée, forcément, on a un PSG un peu à qui tout double, parce que ça devient très offensif. Il y a Rocheteau, Toko, Ngom, Daleb, Suzic, Louis qui fait un travail défensif, mais qui est intermédiaire, qui s'intercale très souvent. Donc on va voir si ça paye, même si ça, comme tu l'as fort justement dit, ça n'a pas été un changement tactique voulu, quoi. C'est parce que Battenet s'est blessé. Il n'y avait pas l'équivalent d'un joueur comme Battenet sur. Ça commence à monter un peu en pression, Michel. Là, on vient de voir la faute de Louis. Ensuite, on renvoie le ballon. Le gars qui fait ça aujourd'hui, il a un carton jaune tout de suite. Vautreau n'a pas bronché. Là. Ouais. Un mot de Michel Vautreau, l'arbitre. Jean-Marc. Vous disiez, le premier mot qui vous vient à l'esprit, c'est respect, c'est ça? Oui, respect, parce que on le voit sur ce match, il y a très peu de contestation. Parce que Michel était quelqu'un qui était hyper respecté des joueurs, parce qu'il respectait beaucoup les joueurs. On avait un dialogue sur le terrain, on se parlait beaucoup. Et il n'y a pas de contestation. Voilà, il y a peu de fautes en plus dans le match. Là, ça commence à se durcir un petit peu. Par rapport à l'évolution du score, mais avec Michel Vautreau, voilà, beaucoup de respect, il est présent, voilà, ça lève un peu les bras, mais ça va pas aller plus loin. Ouais. Oui, parce que Louis est malin comme un singe sur cette action, où c'est lui qui va arriver comme un taureau et se mettre dans une situation où il peut avoir un coup franc il se marre, mais intéressant. Ah bah oui, c'est tout, il s'occupait de tout. Et alors, avant de repartir, écoutez le commentaire de Thierry Holland, Jean-Michel Larquet, un mot quand même des Nantais. C'est pas des hipsters avant l'heure, hein. Ils sont tous barbus parce que à l'époque ça s'est un peu perdu, mais on laissait pousser la barbe pendant la Coupe de France. Donc on n'était pas éliminé en Coupe de France. Voilà, donc petit à petit, et si tu es en finale, forcément, elle était un peu plus conséquente. Mais pas à Paris. Mais pas à Paris. Non, un choix. Après, tu vas jouer la finale de la Coupe Non, mais je me suis qualifié pour le 8e, donc ça continue à pousser. Allez, le commentaire d'époque, on y retourne. Monsieur Vautreau ne l'a pas vu, attention à ce contre. 5 Nantais. Maintenant 3 Nantais pour 1. Elle était un petit peu longue cette transversale de Louis Thomas. Attention à Lilodzik là-bas à la limite de la surface de réparation. Tire du pied gauche, côté. Oh, l'occasion. Ah non, celle qui aurait été l'occasion du break. Ah oui, car ce contre à 4 contre 1. Oui. Mais il faut dire que la balle a été trop longue là-bas et que Ali Lodzik a dû aller la chercher loin. Exactement, il a été trop déporté par cette transversale de Loïc Anis. Mais c'est vrai qu'à l'issue de son crochet
au détriment de Jean-Claude Delemou. Il avait quand même le but grand ouvert. Ah, ils ont eu une balle de break qu'ils ne retrouveront peut-être pas de sitôt, les Nantais. Tanasi donne sur la droite, Rocheteau. Et il perd le ballon, Rocheteau, au profit de Bibard. Tanasi bien revenu, Pilorget, Fernandez, Pilorget. Oui, bien fait entre Rocheteau et Tanasi. Un nouveau contre nantais. Zaramba devant Loïc Amis, Fernandez, Daleb, Toko perd le ballon. Toko semble plus puissant, les Nantais. Ils semblent plus déterminés dans leur contre, dans leur tacle. Beaucoup plus au point. Oui. Tussaud. S'il la donne au bon moment, la voilà, il l'a donné au bon moment, mais il ne l'a pas donné dans la bonne direction, cette balle Thierry Tussaud. 10 minutes de jeu en deuxième mi-temps, toujours 2-1 en faveur des Nantais. Et beaucoup de fautes du côté de l'équipe parisienne en ce début de deuxième période. Attention à Bossis dans les 16 mètres. Et ballon repoussé des 2 pieds par Dominique Baratelli. On vient de voir une série d'occasions nantaises. Didier, 2 grosses occasions, là, Vahid Halilhodžić et puis Bossis qui... pour un défenseur, joue quand même très haut sur cette occasion. Ça correspond quand même avec la sortie de Battenet. Dans mon esprit, je le mettais au milieu de terrain, mais c'est vrai qu'il était libéraux. Donc Pascal Zaramba, et c'est lui aux côtés de Jean-Marc, il a reculé d'un cran, de temps en temps. Libéraux, mais Moustapha Daleb est beaucoup plus offensif que Zaramba ne l'était au milieu de terrain. Donc il y a un peu une désorganisation. Et on sent que Nantes veut à tout prix mettre le 3e, on les sent supérieurs physiquement. Et on voit l'équipe du PSG qui est complètement désarticulée, j'ai l'impression. Il y a un peu des boulevards. Jean-Marc, vous êtes au bord de la rupture à ce moment du match? On est, oui, un petit peu. Et paradoxalement, le premier but de Zaramba, quand on marque le premier but, ça vous menez mal. Et là, le deuxième but nous fait du bien. La mi-temps nous fait du bien aussi, où j'ai encore les mots de Georges Perroche, l'entraîneur parisien, du coach, qui nous dit si vous voulez perdre, continuez à jouer comme ça. Et là, on est en train de se lâcher un petit peu. On voit qu'il y a quand même presque 2 blocs d'équipe. 3 joueurs offensifs, les 3 attaquants, 2 milieux de terrain offensifs, Safet et Mousse. 5 joueurs, Louis qui commence à monter un peu plus, et après 4 joueurs et Jean-Claude Lebou. Il y a une équipe qui se fissure, mais on tente le tout pour le tout. Je veux dire, on prend des risques. Mais Zaramba qui redescend en défense centrale avec vous, n'aviez pas beaucoup d'automatisme avec lui ou quand même quelques matchs ensemble? Non, on n'en avait pas du tout. Non, on n'en avait pas du tout. Mais bon, il faut s'adapter. C'est aussi la qualité d'un joueur de football. On retourne aux commentaires. Roland Larquet. Bossis, bien joué. Le grand Max et les compas du grand Max, c'est quelque chose. Halilhodžić. Bossis, Halilhodžić renverse complètement là-bas vers José Touré. On dirait qu'il a une main sur la poitrine, ce José Touré, quand il fait les amortis. Amis. Michel Ngom, Rocheteau, redonne Ngom. Oui, à la... sortie de Jean-Paul Bertrand. Il avait été signalé hors jeu, mais c'était juste car Michel Bibard avait couvert un petit peu sa défense centrale. C'était dangereux en tout cas. Tussaud. On va sortir en touche cette trop longue passe de Thierry Tussaud. Pilorget. Fernandez, Suzik, Ngom, Fernandez, Rocheteau, bien revenu Ayache, c'est bien joué de la part des Nantais là, qui sont revenus défendre alors que les Parisiens étaient dangereux sur ce contre mené par Suzik. Adoncor, Ayache. Oui, le jeu en triangle des Nantais paye actuellement après 1 heure de jeu. Touré. L'homme du match incontestablement qui sort à Toko. Et faute, estime Monsieur Vautreau. Touré reste au sol. Toko renoue son soulier. Et moi je regarde mon chrono, 14 minutes. 14 minutes en cette deuxième mi-temps. Je crois qu'il est retombé un petit peu sur la tête. Il est peut-être
un petit peu sonné, José, mais rien de bien grave. Je pense qu'on va encore avoir le plaisir de voir quelques gestes dont il a les secrets. Amis au ballon. Pied gauche, piqué pour Baronchelli. Un tir qui est du bout du pied passé au-dessus de la cage de Dominique Baratelli. Sur le plan collectif, en tout cas, indiscutablement, les Nantais sont plus au point que les Parisiens, Jean-Michel. Oui, mieux organisés, car les Parisiens jouent pratiquement 4 attaquants maintenant avec Ngom, Toko, Rocheteau et Safet Suzic. Alors, évidemment, comme tout se gagne souvent au milieu du terrain, eh bien, le trio Adancor, Tussaud, Touré fait largement la loi. Attention à Loïc Amis, là, poursuivi par Fernandez. Un bon tacle de Fernandez, là. Et une faute de Amis. Luis Fernandez, il était, Jean-Marc Péorget, il était quand même chambreur sur un terrain. Ouais, il était chambreur. Ouais, il avait plein d'autres qualités, mais il était chambreur aussi. Il est parti de son style, quoi, je veux dire. Voilà, il était comme ça. Hein. Il était comme ça. Il ne pouvait pas se passer de ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des matchs qui ont dévissé dire dans l'état d'esprit, dans la violence avec l'équipe adverse parce que Luis chambrait? Est-ce que vous saviez ça, qu'il fallait faire un peu gaffe avec un Luis Fernandez sur le terrain? Ouais, mais c'était l'époque. C'était l'époque, je trouve. Voilà. Et encore, je suis très surpris. Aujourd'hui, je vois un match où il y a très peu de coups francs, où c'est pas violent, où il n'y a pas beaucoup d'agressivité, je trouve, sur le terrain, là. Moi, c'est un vrai plaisir de revoir Luis Fernandez jouer. Michel, est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit? Parce que techniquement, c'est quand même très fort aussi, quoi. Il y a une activité qui est impressionnante, ça on le sait, oui, mais techniquement, c'est fort aussi. Une façon de courir qui défie les lois de la physiologie quand même. Enfin, il y a que lui qui court comme ça dans tout le monde de toute l'histoire du football. J'ai jamais vu un type courir comme ça, la tête rentrée dans les épaules. C'est étonnant, hein. Ouais. Il n'est pas esthétique du tout. Pourtant, il avait de la technique, il ne lâchait rien. Il était hargneux et tout. Jean-Marc, un petit carton quand même dans ce match. Oui, surprenant. C'est moi qui l'ai pris là. Oui, c'est vous. Oui. Il demande même si c'est lui. Je suis surpris. C'est marrant, la même attitude. Comment? Moi Regardez ce qui se passe. C'était dur de défendre sur Vaïd, Alilozic. On parlait des duos, des binômes stoppeurs avançantes, même si vous étiez un peu moins en individuel. Non, parce que Vaïd, c'était un joueur vicieux aussi. Hein. Fernandez aussi. Ouais, mais Vaïd, on lui mettait un coup, il le rendait, hein, sans problème. Bon, on a déjà vu un but de légende pendant cette soirée, et on a un deuxième qui arrive dans un instant. Regardez. Le hat-trick de Monsieur Vautreau. Espérons que cela ne va pas trop envenimer le climat pour la dernière demi-heure de cette finale. Non, mais incontestablement, ça hache la partie. Et revenons au football maintenant avec ce coup franc de Tussaud. Et ballon récupéré par Tanasi, Daleb. Suzic. Daleb, Rocheteau, Lemou. Daleb. Tête de Rio. Et corner. Rocheteau. Rocheteau qui frappe ses corners toujours très très fort, très tendu. Touré dégage pas le ballon, récupéré par Toko. Et recorner. De l'autre côté, cette fois-ci Daleb vient le tirer. Alors là c'est un autre style, ce sont des ballons feuilles mortes, tir bouchonné. Coup de tête de Bibard. Tussaud. Ballon récupéré par Tanasi et faute sur Tussaud de Daleb. Obstruction de Mustapha Daleb sur Thierry Tussaud.
Et un coup franc en faveur de l'équipe de Nantes. Dommage pour l'instant, cette deuxième mi-temps est moins bonne que ne l'a été la première. Moins bonne car les Parisiens ont essayé de revenir dès le début de cette seconde période et bien sûr les Nantais ne l'entendaient pas de cette oreille. Et il y a eu quelques incidents qui, comme je vous le disais, ont un petit peu haché le jeu. Souhaitons que dans les minutes qui suivent, tout rentre dans l'ordre. Daleb. Toko, Daleb, perd le ballon. Touré. Adoncor. Tussaud. Touré. Oui, la même faute que Ngom tout à l'heure. Oui. Moitié poitrine, moitié épaule, moitié bras. Ça fait 3 moitiés. Il y en a une de trop. Pilorget. Zaramba. Suzik. Suzik qui a bien éliminé Adoncor là. Il est en place pour frapper, voilà. Oh, quel but! Oh, extraordinaire but de Safet Suzik. Décidément, nous sommes gâtés sur effectivement, le but est magnifique. Peut-être un petit peu moins beau que celui de José Touré quand même, mais il vaut le coup d'œil. Et alors Didier, vous avez commencé à le raconter en tout début d'émission. Vous êtes placé où à ce moment-là du match je suis juste derrière, c'est-à-dire que la frappe est très pure et j'ai encore en souvenir, tu vois, le bruit du filet. Moi, ce qui m'avait frappé là-dessus, donc je dois pas être très loin, même si j'avais une bonne ouïe sans doute à l'époque. Mais le bruit du filet, c'est un coup de saguet, tu vois. Et ce que fait Suzic, c'est formidable parce que c'est Adoncor en face, tu vois, talonne pour lui-même. Et derrière, il va les rendre chefs puisqu'il lui fait un extérieur, il fait un extérieur du pied à un autre joueur. Et la frappe qui est très pure, coup de pied. Et là, tu vois, voilà ce bruit du filet, c'est quelque chose de particulier. Ouais. Suzic qui jouait sans protège tibia quand même. Hein. Ça aussi, c'est l'époque, Jean-Marc. Comme plein de joueurs, ouais, sans protège tibia. Ouais. Mais bon, voilà, Safet qui marque, c'est le magicien qui répond à l'autre magicien. Ouais. Et là, les Nantais sont... Ça se durcit un peu, hein. Oui, mais ils sont un petit peu naïfs. Et Louis est en train de pourrir le match. Et comme Nantes était quand même supérieur, ils ont perdu un petit peu, peut-être parce que ça semblait trop facile, leur force collective. Et Louis est en train de prendre le match à sa main, je trouve. Ouais. Il a fait souvent ça. Et on va écouter... Les autres, bien sûr, mais ça arrange quand même Paris, que c'est temps mort. Quand même. Ouais, et on va écouter la réaction de Maxime Bossis, après le match, évidemment, sur ce but de Suzic. On avait le match en main, on menait la marque, et tout allait vraiment bien, peut-être trop bien pour nous. Et Suzic a marqué un deuxième but extraordinaire, et à partir de là, Paris s'est réveillé. Et nous, moralement, on en a pris un sacré coup. Ouais, le coup au moral après un but. Michel, vous avez fait, je me souviens, on avait discuté de ça pour le magazine de la santé, des expériences en posant des électrodes sur des entraîneurs. Ça fait partie des trucs que j'essayais de faire pour aller au parc par tous les moyens. Ouais. Effectivement, je travaillais à Télématin à l'époque. Ah oui, c'était Télématin. Ouais, et j'avais mis c'était sur Brochant. J'avais mis Bernard Brochant, qui était président. Ouais, président du J'avais mis club, des électrodes, un cardiofréquencemètre pour enregistrer. Il était sur le banc ? Non, il était dans la tribune présidentielle, moi aussi, et c'était contre la Jouve. Alors je sais plus, c'était en Champions League, mais je sais plus, enfin les champions à l'époque. Il se passe quoi au moment des buts ? Ça monte vraiment très haut. Surtout, non, ce qui se passe surtout, alors j'avais mis ça dans les vestiaires. Paris avait perdu. Alors ça monte au moment des buts parce qu'il y a le stress, etc. Ouais. Et surtout, PSG avait perdu. Donc, je crois qu'il m'a envoyé à la gueule les trucs, genre ça m'a porté la poisse, un truc comme ça. Oui. C'était. Moi, j'ai fait la même chose avec un entraîneur qui était Gérard Banide, entraîneur de Marseille lors d'un PSG Marseille au Parc des Princes pour Téléfoot. Et là, alors ça, effectivement, c'était. Mais c'est pour ça que. Mais il ne me l'a pas balancé à la gueule après, même s'ils avaient perdu. Mais c'est pour ça que il y a eu un moment beaucoup d'accidents cardiaques chez les entraîneurs. Ouais. Maintenant, ils sont surveillés, mais il y en a eu beaucoup parce que le stress et les types, ils faisaient des malaises cardiaques pendant le match. Il y en a qui sont morts comme ça, entraîneur écossais. Allez, on retourne aux commentaires d'époque. À côté du but de Jean-Paul Bertrand-Denin. En cette deuxième période, encore 21 minutes à jouer.
Et évidemment, si la marque en restait là, eh bien, nous aurions droit à la prolongation. Et si à la fin de la prolongation, la marque était toujours nulle, contrairement à ce qui s'était passé l'année dernière, eh bien, il n'y aurait pas les coups de pied au but. Nouvelle faute de Rio sur Rocheteau, là. Il n'y aurait pas les coups de pied au but. Mais la finale serait rejouée mardi soir. Et évidemment, elle serait à nouveau retransmise sur Antenne 2. Jusqu'à ce que M. François Mitterrand, ce mardi éventuellement, remette la coupe à Dominique Battenet ou à Max Bossis. Possible, ce ne serait pas François Mitterrand, parce que je pense qu'il devrait être en Corse à ce moment-là. Enfin, nous n'en sommes pas encore là. Daleb, jolie percée de Mustapha Daleb, extraordinaire. Oh là 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 là. Oh, que c'était merveilleux. Ah, que c'est dommage, ça pouvait être... Voilà, on parlait du talent de Daleb et de Suzic. Démonstration, elle est magnifique. Michel, on va souvent voir des matchs ensemble. Ouais. Et il y a des fois, il y a des matchs où on s'ennuie pour parler paiement. Ouais. Et on attend une étincelle comme ça. En fait, c'est ce qui peut te dire, j'ai pas raté ma soirée, quoi. En même temps, c'est ce qui fait que même si ça n'a pas toujours été extraordinaire, on allait au parc pour Ibrahimovic. Parce qu'il y avait des choses comme ça. Et voilà, et que bon, on n'aime pas Ibra et tout ça, mais s'il y avait du spectacle et ça, effectivement, des choses comme ça, Ibra, il pouvait nous en mettre. Et alors, puisqu'on est dans la comparaison, à quel joueur il vous fait penser Daleb sur cette occasion-là? Un joueur d'aujourd'hui. Il y a du Ben Arfa peut-être un petit peu dans la façon de se faufiler là dans le... Un petit peu, l'accélération, le double contact, le génie instinctif, quoi, parce que chaque fois il y a cette marée jaune qui arrive et au dernier moment Bertrand Demann. C'est une bonne comparaison, je trouve. Et alors on vient de voir, il n'y a pas une note dans l'équipe le lundi qui a suivi, étonnamment. Des notes pour personne Des notes pour personne. Et donc on voit depuis tout à l'heure les appréciations qui ont été données. Je ne sais pas pourquoi. Et donc Daleb apporta une virtuosité dans les dribbles et pris une part prépondérante dans la victoire du PSG. Il y avait des notes à l'époque ? Si, il y avait des notes, mais pas pour ce match-là. Donc peut-être eu un souci technique. En tout cas, il y avait des appréciations qu'on égrène là pendant cette finale. On est toujours à 2 partout et il y a encore quelques belles actions à savourer ensemble. Le match a changé d'âme maintenant. Bien sûr. C'est le coup sur la tête dont parlait Bossis. Belle occasion encore. Jean-Marc Péloquin. Ça me fait plaisir qu'on voie ça parce qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais connu Mustapha Daleb. Ouais. Et l'action qu'on vient de voir de Mousse, mais j'en ai vu des dizaines et des dizaines, quoi, je veux dire. C'était son habitude, voilà, il jouait comme ça, à l'instinct, en solitaire aussi, un peu des ressemblances avec Hatem aussi. Oui. Et puis avec Messi, il a la balle qui lui colle au pied. Absolument. Absolument. Il se promène avec. Et voilà, c'est pour moi, et quand je dis 2 joueurs ont marqué moi au PSG, c'est Daleb et Suzic. Et ça fait de Suzic. Voilà, parce que voilà, Mustapha, c'était ça. Ouais. Et c'est pas rien de dire ça, parce que je rappelle, pour ceux qui nous rejoignent actuellement, que vous êtes le plus capé dans l'histoire du PSG, 435 matchs, donc ça fait une belle longévité dans ce club. On est toujours à 2 partout, mais on sent effectivement, Didier, que le match est en train de changer d'âme un petit peu. Et Bossis le disait bien, ils ne s'attendaient pas, ils avaient le match quand même, ils tenaient bien leur proie, ça devenait compliqué, mais ils n'étaient pas menacés. Et ce deuxième but a tout fait basculer. Quand on a des moments forts en football, il faut vraiment marquer parce que les matchs peuvent changer comme ça et très, très rapidement avec un but et ça a été le cas. Et je pense qu'ils ont été un petit peu trop faciles dans leur tête. Un petit complexe de supériorité du champion de France, facile, 10 points d'avance. Voilà, ça joue. Et vous le sentez, ça aussi? Suodo doit être vert s'il revoit ce match, mais je pense qu'il ne le revoit pas. Parce que... il a un côté Mazou. Jean-Claude Suodo, qu'on a vu évidemment plusieurs fois sur le banc. Jaune et vert. Jean-Marc, un mot là-dessus. Effectivement, vous sentez que le match est en train de vous tomber entre les pieds là, entre les mains. Logiquement, je pense qu'on a pris le dessus à ce moment-là. Et même, je me rappelle sur le terrain, on commence à commencer à chambrer un peu plus parce qu'on parle beaucoup.
Et comme l'a dit aussi Didier, Louis, ça a pourri un peu le match à un moment donné. On était bien avec lui aussi pour le faire. Mais oui, on a pris le dessus psychologiquement surtout. Et on voyait la déclaration de Patrice Riot après le match disant qu'il ne comprenait même pas après, a posteriori, cette espèce d'excès de confiance qu'ils avaient. Oui, parce qu'il n'y avait qu'un but d'avance au final. Et ils jouaient comme s'ils en avaient 2 ou 3, quoi. Ça semblait peut-être un peu trop facile à un moment quand les deux équipes étaient coupées en deux. Et ils sont tombés dans une espèce d'individualisme à l'image d'Aliozic à certains moments. Michel, avant de revenir aux commentaires d'époque, dans vos souvenirs de stade, il y a des souvenirs quand vous étiez ado, là, 16-17 ans. Là aussi, vous réussissiez à trouver le moyen d'y aller, même sans payer des fois ou... Mais non, mais je payais ma place, mais j'étais jeune, je payais ma place dans les virages. Je m'étais inscrit dans un club photo à Boulogne-Billancourt qui m'avait donné une fausse carte de presse, barré bleu, blanc, rouge. Je prenais mon appareil photo en bandoulière parce que j'adorais la photo. Et je traversais tous les barrages entre le virage et la tribune de presse. Et les mecs me laissaient passer. J'arrivais très sûr de moi, à 17 ans. Très sûr de moi. Je montrais ma carte comme ça très vite pour qu'ils voient que le bleu, blanc, rouge. Et c'est pas aujourd'hui, mais c'est plus possible. Ils ne vous laissent même pas approcher porte de Saint-Cloud. Et moi, je traversais tous les trucs et j'arrivais. Je me souviens, j'étais dans la tribune de presse à côté des journalistes du Miroir du football à l'époque, qui existait à l'époque. Et voilà, et moi j'assistais à tous les matchs comme ça. 76e minute de partout, FC Nantes, Paris Saint-Germain, 66e finale de Coupe de France. Et d'Académique, qui était la partie en première mi-temps, ce qui avait comblé d'aise le président de la République, eh bien le match est devenu un véritable match de coupe après le repos. Pilorget, accroché par Ali Lodzik, là, 2 fois. Et un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Il semble évident que l'équipe Jean-Michel qui marquera maintenant, alors que nous venons d'entrer dans le dernier quart d'heure, aura pris une sérieuse option. Et d'autant qu'il semble que les jambes se fassent un petit peu plus lourdes du côté nantais. Que les explications de Fernandez et Ali Lodzik continuent. Attention à ce coup franc. Bonne sortie aérienne de Bertrand de Bade. Adancor. Touré. Elle va loin cette balle. Et Touré pas. Non, elle est sortie. Elle est sortie. Le juge de touche là-bas, Monsieur Blondeau, a levé son drapeau. Ce qui ne semble pas du goût de Touré. Zaramba. Pilorget. Fernandez. Zaramba. Ngom. Zaramba directement sur Amis. Ali Lodzik. Il a pris un coup, mais il a pu quand même donner le ballon à Ali Lodzik vers Amis. Il est torgé, Baron Kelly, là-bas, il faut qu'il revienne. Amis face à Tanasi et Tanasi en corner. Et elle est sortie cette balle, malgré l'intervention de Jean-Marc Pilorget. Elle est sortie de fort peu, mais elle est sortie. Corner en faveur du Football Club de Nantes, que va donner Loïc Amis. Bossis avait armé son coup de tête, il a été contré. Muller, Rio, Ayash. Oh, une faute de Ali Lodzik sur son coéquipier Touré. C'est assez curieux, mais c'est ce qui s'est produit. Suzic. Bon ballon de Suzic pour Toko. Toko face à Bibar. Toko. Elle n'est pas perdue pour les Parisiens. Ah si, là elle est bien perdue, car elle est passée bien haut, bien haut. Et ballon qui va permettre à Jean-Paul Bertrand de Man de se dégager. Alors qu'il reste 12 minutes à jouer et que les deux équipes sont toujours à égalité, 2 buts partout. Et Napating et Toko en gros plan. Touré, Muller. Amis. Attention.
Attention au second pot. Oh, c'était dangereux pour Baratelli. Là, ça n'est pas Jean-Marc, fini. Si là, c'est fini, car on est donc le 11 juin. Vous vous souvenez de la température, de la chaleur, de la moiteur de... Est-ce que, parce qu'on voit beaucoup de joueurs qui commencent à se tenir la cuisse, à avoir du mal physiquement, il faisait chaud? Je pense qu'il devait faire très chaud. Ouais. Ma mémoire me fait un peu défaut, mais je crois qu'il faisait très chaud. Et c'est vrai, quand on voit les visages, il y a quand même pas mal de garçons qui sont marqués par les efforts, parce que je le répète encore, ce match a été d'une bonne intensité quand même. Ah oui, c'est un match de très belle qualité. Moi, je m'en souviens très bien, et je suis bien placé pour en parler, puisque j'étais allongé pendant tout le match. Il faisait très chaud. Mais c'est vrai, il faisait très très chaud. J'étais fatigué, moi, à la fin de ce match. C'est vrai, il était très chaud. Michel, est-ce qu'on a progressé? Tiens, le médecin, votre analyse m'intéresse en matière d'hydratation, de contrôle de ça chez les joueurs professionnels. On en parlait avec Jean-Marc, la médecine du sport à l'époque c'était les balbutiements, c'était des médecins qui s'intéressaient au sport mais qui n'étaient pas vraiment des médecins du sport. D'une part, aujourd'hui, c'est une spécialité à part entière. Donc, les médecins du sport, les médecins de club, je connais Eric Roland au PSG aujourd'hui, ils sont des vrais médecins qui sont spécialistes souvent de la traumatologie, de l'orthopédie, et qui savent tout faire sur le terrain. Et puis, surtout, la physiologie du sport, la compréhension des contraintes d'un organisme dans le sport de haut niveau a progressé de façon hallucinante. Aujourd'hui, on sait tout ce qui se passe. D'ailleurs, les types, ils ont souvent des marqueurs, des mouchards pour savoir combien ils font de kilomètres, etc. Donc, on sait exactement comment gérer le repas par rapport à un match, l'hydratation, ce qu'il faut leur donner. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est un vrai métier, quoi. Rapido, Didier, parce qu'on repart aux commentaires. Ils n'avaient même pas de podologue. Si tu vois les doigts de pied de Louis ou des choses comme ça, et c'est quand même ton instrument, quoi. Je veux dire, le pied. Ils n'avaient même pas de podologue. C'est pour te dire qu'on était vraiment à la préhistoire. 81e, il va encore se passer beaucoup de choses dans ce match. Muller, interception Fernandez, une faute de Rio. L'arbitre, là encore, ne siffle pas. Halilhodžić. Oscar Muller. Ayache. Bien joué Ayache. Touré. Daleb. Et bon ballon de côte, comme les aime Toko là sur le côté droit. Rocheteau qui vient l'épauler. Ah oui, attention à Suzik. Et une balle qui atterrit dans les bras du grand Jean-Paul Bertrand de Man. Oui, c'était un bon ballon là qu'avait donné Toko. Baron Kelly. Et la coupe hésite toujours entre Nantes et le Paris Saint-Germain, alors qu'il reste 10 minutes à jouer. Ah oui, même un peu moins, 8 minutes. Bien Tanasi devant Amis. Rocheteau. Toko. Suzik. Toko. Toko. Et but. Et but de Toko. But de Toko à 8 minutes de la fin du match. Sur cette lumineuse ouverture de Suzik, Toko donne l'avantage au Paris Saint-Germain. Les passes décisives de Suzik. Une pour Toko. La défense nantaise marque un petit temps d'arrêt et Toko, en croisant bien son tir, un but et une passe décisive pour Suzik et encore un but pour Toko qui avait déjà marqué lors de la finale 82. On l'a vu hier soir sur la chaîne L'Équipe. Il faut dire que Nabateng Toko avait un secret. Il nous en a pas parlé hier. Écoutez son secret. Toko, ce sont des chaussures magiques. Vous voulez absolument les porter pour les finales de Coupe de France? Figurez-vous que cette chaussure l'année dernière, elle a joué la finale de la Coupe de France et j'y tenais et regardez dans quel état elles sont. C'est des choses qui ne sont pas dignes des footballeurs professionnels, mais je les garde quand même et je les garderai encore pour la saison prochaine. Et vous êtes superstitieux alors? Ouais, superstitieux comme tous les autres d'ailleurs, comme tous les footballeurs, les entraîneurs, comme mon président, l'entraîneur. Il y a des petits trucs, chacun a son truc. La superstition des joueurs, pas seulement des entraîneurs, on parlait de Borelli tout à l'heure. Est-ce que vous étiez superstitieux? Vous aussi, Jean-Marc? Je vais contrarier vos propos parce que je l'étais pas. Oui, non, c'était pas. Si, quand même. Si. Quand j'allais au Parc des Princes, parce qu'à l'époque, on ne venait pas forcément en car tous ensemble, on venait en voiture. Je prenais souvent le même trajet.
Ouais, souvent. C'est marrant ça quand même. Souvent. Donc il y a un petit truc de superstition quand même. Et Michel, est-ce que vous êtes un supporter superstitieux? Parce que moi, je dois avouer que ça m'arrive de mettre la même tenue quand mon équipe a gagné, etc. Je peux faire des trucs aussi débiles que ça. Parce que ça sert à rien, je suis pas sur le terrain, je sais, mais bon. Je sais, je le vois régulièrement, Thomas. Oui. Non, moi pas. Je suis pas du tout superstitieux. Je réfléchis pas à ce que j'ai mis la dernière fois quand je suis venu au parc. L'hiver, je cherche surtout à pas avoir froid, comme vous pouvez le savoir. Ça peut arriver. Il fait très très froid au parc l'hiver. Et il reste moins de 10 minutes avec le temps additionnel. On retourne au Parc des Princes. Hubert n'avait pas vu que c'était lui qui devait revenir sur la touche. Il y a eu quelques arrêts de jeu en cette deuxième période. Je ne sais pas si M. Vautreau va les décompter, je le pense, alors que Georges Perroche, qui va quitter le Paris Saint-Germain. Oui, par la grande porte. Par la grande porte, oui, après avoir, si les choses en restent là, donné la coupe 2 années de suite à l'équipe du président Borelli, pied en l'air de Adoncor. Eh bien, Georges Perroche qui mérite un joli coup de chapeau et que l'on regrettera certainement dans la capitale, car c'était un bon entraîneur. Il l'a prouvé. Il a été certes décrié. Il n'a pas eu, estime-t-il, la confiance qu'il souhaitait avoir. Et c'est la raison pour laquelle il part. Personnellement, je le regretterai et je ne pense pas être le seul dans mon cas. Adoncor. Ah non, mauvais contrôle de Hamis. La fatigue se fait sentir aussi en fin de match. C'est ce qui explique des fautes que l'on ne commettrait pas en début de partie. Suzy. Toko. N'hésite pas à revenir loin derrière. C'est de bonne guerre. Pour gagner quelques secondes. Mais ce qui a fait la qualité de ce match, eh bien, c'est ces changements. Après le premier but de Zaramba, on croyait que Paris Saint-Germain s'ouvrait une voie royale. Et puis les Nantais... Jean-Marc, on n'en a pas parlé parce qu'on en avait déjà pas mal parié hier soir, mais la passe en retrait, évidemment, aujourd'hui le gardien n'a plus le droit de prendre le ballon avec les mains. Et vous, là, en voyant ça, vous dites c'est quand même... c'est abominable. C'est abominable. C'est abominable. Mais encore, comme tu dis, Didier, il n'y a pas grand-chose. Mais on a vu des matchs où véritablement c'était abusé. Les Italiens. Les équipes italiennes. Vous êtes arrivé de le faire plusieurs fois. Oui, mais c'était abusé, ça a été une grande... Alors regardez bien cette action. Magnifique. C'est bien joué. Non, mais il s'est signalé en jeu. Oui, et le but de Rocheteau ne sera pas validé. Didier, si, il y a hors-jeu à l'époque, mais aujourd'hui, c'est du hors-jeu passif. Il serait sans doute accordé ce but. 4 minutes encore. Ah, parce que c'est Rocheteau sur la première passe qui est signalé hors-jeu. Qui est signalé hors-jeu, exactement. Ah oui, absolument. Parce que l'action repartirait au moment où une gomme centre, et là c'est plutôt un centre en retrait, pas un centre en profondeur. Donc on ne l'aurait pas signalé la première fois, puisqu'il n'était pas dans l'action, et la deuxième, il était en position valable. C'est vrai. Jean-Marc, est-ce qu'en revoyant ces images, il y a le plaisir là, des fins de match où on se dit c'est pas possible, on la tient, on va la gagner cette coupe qui remonte là, c'est cette sensation-là qui revient. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, on sent qu'on a pris le dessus psychologique et là on lâche plus, quoi. Je veux dire, on lâche plus, on veut plus les lâcher. On a le deuxième titre du club. Consécutif en plus. Consécutif du club. Donc on n'a véritablement pas envie de lâcher. Et attention sur le banc de touche. Et ce Francis Borelli, vous m'avez dit que c'était un joueur de poker aussi, un peu un bluffeur, notamment quand il s'agissait de renégocier les contrats. Oh, ça c'était fabuleux ça. J'ai eu moi des discussions avec Francis parce que ça se passait, il n'y avait pas d'agent, quoi. Je veux dire, c'était tête à tête dans son bureau et ça durait 3 secondes. Ça durait 3 secondes parce qu'on arrivait, on se disait bonjour, il me faisait une proposition qui était, allez, on va dire scandaleuse, enfin pourrie, quoi. Je veux dire, elle était pourrie. Et donc on se serrait la main, je m'en allais et on va pas se fâcher. Et on se revoyait une semaine après et il me faisait une proposition décente, on va dire, voilà. Mais c'était Francis, c'est un bluffeur, quoi, je veux dire. Il essayait, quoi. Oui. Des fois, ça devait marcher. Il avait des feuilles de papier qui pliaient, et il venait vous voir en me disant, regarde, lui, combien il gagne. Lui, combien il gagne. Il y avait un chiffre bidon. Ça voulait rien dire, mais bon, il était obligé, il se sentait obligé. C'est un personnage, oui. Tout un folklore.
Ouais, il reste moins de 2 minutes. Les esprits s'échauffent. La preuve. Pour Nantes de revenir à égalité. On a vu Jean-Claude Suodo, l'entraîneur du Football Club de Nantes. Dégagement Lemou. Attention, ce ballon, il n'est pas hors jeu. Ngom n'est pas hors jeu et c'est une ouverture de Suzy. Coup de tête de Bertrand Demann hors de sa surface. Rocheteau qui contre Adoncor. Rocheteau. Oh, il s'est ouvert le but. Ah, Rocheteau. Oh, il y a but. Daleb, non. Et une expulsion pour Adoncor. Adoncor que j'ai vu donner un vilain coup à Daleb sur cette action. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé exactement. C'est que Adoncor a été ceinturé par Daleb quand Rocheteau s'est échappé. Et comme il s'est rendu... Fernandez qui peut foutre la merde encore. Voilà l'explication, les micros sont ouverts, Michel, donc celle-là on l'a entendu. Non mais on a vu Louis qui est venu. Oui. C'est une teigne, hein. Ah oui. Sur le terrain. Ah bah oui. Là, on aime bien l'avoir avec soi, hein, Luis Fernandez, c'est ça? Ouais, ça fait du bien. Ça a été un avantage souvent et un désavantage parfois. C'est pas un match si dur auquel on a assisté, si on est très honnête. Il n'y a pas eu de gros tac par derrière. Naïf, mais bon, ils sont dans la frustration. Et des fois, je pense que de la part de Michel Vautreau, alors on ne voit pas le geste en question, mais ça doit être épidermique. Voilà, le fait que Daleb le retienne, peut-être qu'un carton jaune suffisait, quoi. Non, c'était correct, c'était dans l'esprit. Fin du temps réglementaire, il va y avoir très peu de temps additionnel. Ils ont l'air de s'amuser. Oui. Voilà, le dernier coup franc. Et choisit son camp. Suzik pour Jean-Claude Lemou. Hors-jeu. Et coup franc pour Touré. Amis, Touré. Peut-être le dernier contre des Nantais. Et tous les Nantais qui se ruent à l'attaque. Les Nantais qui n'ont vraiment jamais été si près du doublé que ce soir. Tanasi. Et pourquoi pas un quatrième but? Ah non, contré par Rio. Et coup de sifflet final. Victoire donc du Paris Saint-Germain qui conserve la Coupe de France. Très peu d'arrêt de jeu, Didier. Et on va voir la remise de la Coupe assez rapide parce qu'on craignait que les images de la saison précédente se renouvellent. L'envahissement du terrain. Les supporters descendent encore sur la pelouse, donc on a réglé ça vite fait. C'est vrai, il y a eu des changements. Pas de joueurs blessés, mais à un moment, Touré reste. Et Francis Borilli, pardon, qui remet ça. Là, c'était un peu plus préparé pour les photographes. Oui. C'est super agréable, c'est super sympa de voir ça. Toujours avec son petit Bézanville. Toujours. Ça séparait jamais. La superstition. Jamais su, mais... Et il a un truc dedans, mais il n'a pas voulu dire ce que c'était. Jean-Marc, vous saviez pas non plus ce qu'il y avait dans le... Non, on n'a jamais su. Non, on n'a jamais su. De la bave de crapaud. Il y a Brochon, là. Il y a Bernard Brochon à côté. Gérard Lescourt, on a vu Dédé Lansade, des gens que tu connais bien à côté de Georges Perroche. Je ne sais pas si ça s'est déjà produit, mais en tout cas... C'était une star, hein, Francis. C'est la star. C'est la star. On voit, hein. On voit que les caméras sont sur lui, parce que il a fait l'événement l'année précédente. Et bon, là, il n'y a pas d'envahissement de la pelouse. On va avoir la remise de la coupe à... C'est Baratelli qui va brandir la coupe parce que Battenet avait dû sortir du terrain, c'est ça? Mais je crois que Dominique est là aussi. Il doit être juste à côté. Il doit être juste à côté. Ils le font ensemble. Il n'y avait pas de fausse à l'époque. On vous voit là, Jean-Marc, dans quel... Ça vous fait quoi, tiens, de vous revoir là? Bah c'est des trucs qui remontent. Il y a les frissons qui remontent quand même. Ouais, c'est des trucs qui remontent parce que ça reste des grands souvenirs. Voilà, quand on a la chance de gagner la Coupe de France, voilà, bah, ça reste à jamais. Je l'ai dit hier, je le répète encore aujourd'hui. Il y a un PSG Angers qui se profile, qui passe un peu inaperçu, hormis pour les supporters de club. Même si c'est la 100e finale, mais bon, c'est vrai. On va essayer, parachutiste, tout ce que tu veux et tout. Mais en 83, la Coupe de France, ça représentait l'équivalent du championnat. C'était quelque chose d'énorme, quoi. Puis aujourd'hui, malheureusement. Et Dominique Battenet. Moins, parce qu'aujourd'hui, c'est la Champions League qui prend le dessus. La Champions League a vampirisé toutes les autres compétitions. Non, qui jette ses gants à la foule. Oui, Dominique. À cette époque-là, les gosses ne connaissaient pas l'avancante de Barcelone ou du Real, ou cela, quoi, je veux dire. Allez, la dernière image. 66e Coupe de France, voilà.
Une coupe qui a l'air de se plaire et qui reste à Paris. Il est derrière Benoît Battenet. Oui, à côté. Et il sera détenteur du recordman avec sa 5e victoire en Coupe de France, puisqu'il en a eu avec Saint-Etienne. Ouais. Il a égalé le record de Marceau Sommerlin, qu'un Lillois après-guerre. Vous avez beaucoup fait la fête après cette victoire, Jean-Marc Pilorget? Oui, je crois. On espère en tout cas. Ouais, heureusement, on savait faire la fête, oui, bien sûr. C'était qui les meneurs de la fête? Je crois que... je ne sais pas si c'est cette année ou l'année d'avant. Et j'ai le souvenir d'avoir été avec Yannick Noah, qui était venu avec nous. Qui a mis une ambiance de folie. Déjà. Alors, est-ce que c'était le... Parce que si c'est le Noah 83, il vient de... non, il va remporter... Ouais, ça doit être 82 parce qu'il est encore... c'est pas encore la finale. On a fait une équipe vintage sur la finale de Roland-Garros 83. Il est en plein dedans. Oui, il vient peut-être de la gagner 11 juin. J'ai plus la date en tête. Ah, s'il vient de la gagner, alors là... Ça dépend du calendrier. Ça se trouve, il vient de la gagner. Allez, un mot de la finale, la 100e. Là, on en a parlé très rapidement. Un petit pronostic pour ce PSG Angers. Michel, je commence avec toi, avec vous. Bon... ça sauvera pas la saison du PSG, mais... Non, mais s'ils l'ont pas, c'est catastrophique. Là, on passe si on gagne, ça sauve pas la saison. Si on perd, ça va pas bien se passer. Donc je vois mal quand même, mais en même temps, Angers, finalement, c'est la cerise sur le gâteau pour eux. Ils sont restés en Ligue 1, là, ils peuvent... les Stades de France. Après, il y a une question de pression, Stade de France et tout, c'est un peu... On verra bien. Et effectivement, Yannick Noah venait de gagner Roland-Garros, donc il a peut-être fait la fête avec vous dans la foulée de cette victoire en finale. Tout s'explique. Un petit pronostic pour samedi, pour la finale de la Coupe PSG-Angers. J'espère qu'on va gagner, bien entendu, mais je suis un peu comme Michel, j'ai un peu des doutes, et puis l'équipe d'Angers a quand même beaucoup d'atouts athlétiques pour mettre cette équipe de Paris en danger. Didier, un mot? Oui, c'est une équipe très physique, mais qui est très maladroite dans le dernier et avant-dernier geste. Pour peu qu'ils le soient, ils peuvent les contrarier, mais c'est un élément important, comme l'a dit Michel. Ils vont être dans cette ambiance, ils découvrent pour l'essentiel de l'équipe le Stade de France, ça peut un peu les inhiber. Merci beaucoup, c'était un bonheur de vous avoir sur le plateau de l'équipe d'ITH. Merci Michel, on vous retrouve sur RTL tous les matins à 8h15. Et au Parc des Princes. Et au Parc des Princes régulièrement, et sur France 5 à 13h35 avec Marina pour le magazine de la santé. À très vite Didier sur la chaîne L'Équipe. Tout de suite l'équipe du soir, Olivier Ménard. Ciao.